Bonjour à tous, je vais vous faire une correction, complémentaire de ce qu'on va voir en cours pour ceux qui auront des difficultés à saisir ce qu'il y avait à comprendre sur cette activité. Je vais reprendre question par question. Pour certaines, je vais aller assez vite et à la fin, je vous présenterai rapidement comment vous pouvez utiliser une feuille Excel pour gagner du temps. Dans la première question, il fallait juste retrouver les formules. On vous disait que sachant que la fréquence V d'une onde électromagnétique est égale au rapport de la vitesse de propagation sur la longueur d'onde, donc déjà vous avez un bout de la formule, on vous demandait de retrouver. Ça, je passe rapidement, c'est dans le cours. Vous avez la fréquence qui est égale à la célérité sur la longueur d'onde. E égale la fréquence fois constante de Planck, et donc E égale constante de Planck fois célérité divisé par longueur d'onde. Il n'y a rien à dire, c'est juste à comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière, et TP malgré tout explique un peu ça. On présente ensuite un laser avec une longueur d'onde de 632,8 nanomètres et on vous demande de retrouver l'énergie des photons émis. Vous devez reprendre la formule qui est précisée juste avant, donc E égale constante de Planck multiplié par la célérité divisé par la longueur d'onde. La constante de Planck et la vitesse de la lumière, on vous la donne. Il y a juste à convertir la longueur d'onde en mètres, ça vous pouvez le faire sous Excel. Et vous avez une énergie en joules qui est très basse puisque vous êtes de l'ordre de 10-19. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de compliqué après? C'est toujours l'exploitation du cours. Là, on vous parle des rayons gamma en vous disant que c'est en gros du 10-12 mètres et en parlant de 0,001 milliardième de joule. Donc on est sur 10-12 joules. Et on vous demande juste de déterminer finalement les longueurs d'onde pour pouvoir comparer. Alors il y a plusieurs façons de faire. Je pense que vous avez choisi la version la plus simple. Moi je vous en ai donné une autre. Là, moi je suis parti de l'énergie des rayons gamma pour déterminer une longueur d'onde. Donc on est de l'ordre de 10-13 mètres. Et ensuite la comparer à ce qui est de l'ordre du visible. Donc on va dire le visible c'est entre 400 à 800 nanomètres, donc on est de l'ordre de 10-7. C'est en prenant assez large, entre 4 fois 10-7 et 8 fois 10-7, je considère que on s'intéresse juste au nombre de zéros. Donc à comparer ça, il y a au moins une différence en gros d'1 million entre les deux. Question 4. C'était toujours des calculs d'application très basiques si vous aviez suivi les questions de cours. Donc on présentait 4 raies de longueur d'onde différentes, on demandait simplement de calculer l'énergie de chaque raie qui était associée. Vous repreniez donc la formule qui associe une énergie à une longueur d'onde avec la constante de Planck et la célérité. Vous inversiez simplement E et la longueur d'onde pour trouver non, c'est pas cette étape là, pardon, j'ai une bêtise. E c'était égal, c'est ce qu'il y a ici, vous avez C, vous avez la longueur d'onde et vous avez la constante de Planck. Il y a juste à reprendre ce type de calcul pour déterminer en joules l'énergie de chaque raie. Donc vous voyez qu'on n'a pas la même valeur, mais bon, et du coup c'est inversement proportionnel. Les questions deviennent plus compliquées, on va dire, à partir de ce diaporama-là. Même si les premières questions sont relatives au cours, on vous demande juste d'expliquer ce que c'est qu'un niveau d'énergie et de le mettre en relation avec une longueur d'onde. Donc pourquoi on n'est pas capable d'avoir autant de longueur d'onde, une longueur d'onde quelconque pour une émission de photons pour des états d'énergie, parce que justement on est sur un phénomène où les états d'énergie sont définis et qu'à chaque écart de niveau d'énergie, ça correspond à un type de photon. Sur l'atome d'hydrogène, on vous demandait juste d'expliquer ensuite la différence entre un état ionisé, enfin qu'est-ce qu'implique un état ionisé. En fait, on va avoir une perte d'électrons et du coup, si c'est un électron qui est dans la couche électronique, vous allez avoir un proton. Après, si c'est un hydrogène qui est plutôt un deutérium, ce sera pas tout à fait la même approche, mais ça, on voit dans le cours d'enseignement scientifique. Quelle est l'énergie à apporter pour ioniser un atome d'hydrogène? Entre l'état fondamental et l'état ionisé, donc on part du principe que l'état à 0 électronvolt c'est l'état fondamental, l'état ionisé, et l'état le plus stable c'est l'état fondamental, donc c'est E0.
l'écart entre les deux états, c'est delta E, et il y a juste à faire une soustraction, donc 13,6 à moins 0, on a notre écart d'énergie, et pour convertir en joules, eh bien on vous expliquait que 1 électronvolt c'est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc ça, normalement, c'est une petite division. Là où ça devient compliqué, on va dire, ça peut être à peu près par là. Donc quelle est la longueur d'onde des photons associés à cette énergie? On reprend la formule lambda égale constante de Planck sur C sur E, donc c'est là où on inverse les positions de E et de lambda, dans la formule E égale HC divisé par lambda, et on a un résultat qui est donc ici en mètres. Et par rapport aux propositions qui vous étaient faites, ça revient à la valeur en micromètres qui vous a été présentée. Puisque micromètre c'est 10-6, nanomètre c'est 10-9. Là, si vous décalez en micromètres, vous avez 0,091 micromètres. À quel domaine électromagnétique appartiennent-ils? Donc là, on est de l'ordre du... on peut considérer qu'on n'est pas très loin du nanomètre, mais c'est pas... Enfin, on est à 91 nanomètres, mais on n'est pas dans le domaine du visible, on va être dans le domaine des UV, puisqu'on va dire les UV, c'est tout ce qui est en dessous de 400 nanomètres et jusqu'à 1 nanomètre. Quelle est l'énergie donc delta E est à 2 et 3 à apporter un électron pour le faire passer du niveau 2 au niveau 3, l'exprimer en joules? Eh bien, c'est l'écart d'énergie, c'est une soustraction. Là, ce qu'il faut faire attention. Il faut pas être buté sur la façon dont on exprime les choses en maths. Il faut revenir aussi à du conceptuel. On a un écart d'énergie, et là, on va soit perdre, soit gagner de l'énergie, en fonction de si on a une émission ou quand on a une absorption d'énergie. Et là, on va passer d'un état 2 à un état 3. Donc, c'est tout bêtement dans ce cas-là, si ça a de mémoire, c'est une absorption d'énergie. Et on va gagner 1,88 volts, c'est juste une soustraction, et la conversion, c'est toujours avec la valeur d'un électronvolt, et on a cette valeur 3,10 exposant moins 19 joules. Alors, comparé avec le tableau, il faut juste reprendre le tableau précédent. Donc, quand on a 3,10 exposant moins 19 joules, ça correspond à ça. Donc, on est à 656 nanomètres, c'est l'arrêt 4. Alors, hypothèse émise et hypothèse vérifiée. On vous demandait de faire une hypothèse dans la partie précédente concernant justement cette notion d'écart d'énergie et des photons absorbés ou émis. Est-ce qu'on pouvait avoir tout et n'importe quoi? Et normalement, si vous aviez compris, vous avez dit non. À chaque photon émis, ça correspond à des écarts de niveau d'énergie qui peuvent exister. C'est-à-dire que tout ne peut pas exister. Et la transition électronique pour la question 3, on vous demandait de calculer donc encore un écart entre 2 et 4. Bon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait précédemment. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est juste une identification. Ensuite, le 15, on l'a vu en classe, je vous ai expliqué, il n'y a pas grand-chose. Le 16, c'est juste une association de mots, c'est excitation de l'atome de mercure, des excitations. Donc, voir que vous avez bien repéré ce que c'est que lorsqu'on a de l'énergie qui est apportée au système ou lorsqu'elle est retirée. Quand on apporte, c'est excité, et donc on absorbe, et quand on désexcite, c'est-à-dire qu'il y a un photon qui est émis, et on va retomber sur un niveau d'énergie qui va être plus proche du fondamental. Ensuite, là, on est sur les petits textes qu'il fallait faire, donc ça permettait de mettre les points sur les i sur ce qui était à comprendre ou pas, sur cette notion de quantification qu'on avait vu un petit peu en cours, donc et sur est-ce qu'on est sur un phénomène continu ou discontinu. Dans la mesure où vous n'avez pas une infinité de photons possibles et de niveaux d'énergie possibles et de différence de niveau d'énergie possible, ça peut pas être un phénomène continu. Un phénomène continu, ça veut dire, c'est comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on va dire, c'est un phénomène continu. Vous avez l'ensemble des couleurs qui sont possibles. Là, pas du tout. Et du coup, on peut, quand je vous ai parlé de quantum, enfin de quanta, de photons, la théorie d'Einstein, on est capable justement d'identifier des différents niveaux d'énergie et donc d'associer une quantité d'énergie à chaque photon qui sont possibles. Donc c'est ça, cette notion qui apparaît, et donc la notion d'excitation et d'excitation, on l'a abordé dans la question précédente, elle est liée à ce qui est possible. Ce tableau 19, on a,
ça reprend. Alors vous aviez plusieurs possibilités, je vais pas être pénible là-dessus. C'est-à-dire que vous avez différents niveaux d'énergie qui étaient proposés dans le diagramme juste au-dessus. Il fallait identifier les delta E. Donc normalement à ce niveau du TP, vous étiez à peu près au point. Pour les longueurs d'onde, pardon, de toute façon elles étaient proposées. Moi je les ai calculées, mais elles étaient déjà proposées dans le graphique. La conversion en joule, normalement, elle est actée. Ensuite, pour passer de lambda à la fréquence, normalement vous avez aussi la formule. Donc on avait dit que la fréquence a été égale à C sur lambda. Vous avez juste à faire ce calcul-là. Et à la toute fin, on vous demandait de faire le rapport delta E sur V, enfin sur la fréquence, et vous deviez trouver tout le temps la même chose, c'est-à-dire la constante de Planck. Et la conclusion de tout ça, c'était de dire que la constante de Planck, c'est pourquoi on parle de constante. Eh bien, le rapport entre deux états d'énergie et la fréquence d'un photon est toujours le même. C'est-à-dire qu'on n'a pas un phénomène qui est lié à des lois physiques inexplicables. C'est les niveaux d'énergie, leur écart, et les photons qui sont émis ou absorbés sont toujours en lien avec la fréquence. Et c'est un phénomène qui respecte une loi de proportionnalité. On a toujours cette constante qui apparaît. Voilà. Et pour terminer, c'était une question vraiment pas très compliquée. Vous demandez d'associer ces valeurs-là à des domaines. Entre 400 et 800, on l'a déjà dit, c'est ni plus ni moins que le visible, et en dessous, à 250, on est dans l'UV. Voilà. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Ça va vous paraître peut-être plus simple qu'il n'y paraît. Je vais vous faire maintenant une petite présentation sur la méthode.